de la journée autour de ce nouveau phénomène en pleine expansion qu'est la logistique urbaine. Je tiens à remercier notre panel de nous faire profiter de son expertise sur cette nouvelle tendance qui pourrait bien redessiner nos villes et surtout les flux qui la traversent chaque jour. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour vous présenter ainsi que votre activité, et puis on pourra entrer dans le vif du sujet après. Étienne ? Bonjour à toutes et à tous. Donc Étienne Chauffour, je suis directeur en charge des mobilités à France Urbaine. France Urbaine est la structure qui regroupe toutes les métropoles, les communautés urbaines, les grandes villes, on va dire autour de 100 000 habitants et plus de 100 000 habitants, et les grandes agglomérations urbaines. Par ailleurs, j'ai été dans une vie antérieure pendant assez longtemps maire d'une commune de banlieue parisienne, Juvisy, vice-président du département de l'Essonne, mais également du syndicat des transports d'Île-de-France à l'époque. Stéphane Guéroux, donc Stam Europe. Stam Europe est une petite structure, on est une vingtaine de personnes. La structure a été créée il y a 24 ans et a changé d'actionnariat il y a 1 an et demi, et désormais on fait partie du groupe Core Estate, qui est un groupe allemand qui est présent à l'international, qui a 28 milliards d'euros d'actifs et qui a 800 personnes. Et la structure en fait en France gère aujourd'hui à peu près 1 million de mètres carrés. Pour ma part, en fait, j'ai découvert la logistique il y a 21 ans, voilà, chez Bail Investissement. Ensuite, j'ai poursuivi donc chez Foncière Europe Logistique, donc Foncière des Régions, maintenant Covisio. Et puis par la suite, j'ai travaillé chez ING, chez CBRE, et puis enfin, je suis arrivé chez Stam. Voilà. Très bien. Jonathan ? Bonjour à tous, vous m'entendez ? Ça marche pas. Il est coupé le micro. Merci. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc Jonathan Seban, moi je suis directeur général de Sogaris. Sogaris, c'est une foncière spécialiste d'un immobilier dédié à la logistique urbaine, avec un terrain de jeu qui est avant tout celui du Grand Paris. C'est-à-dire pour nous, le Grand Paris, c'est entre Notre-Dame et la 86. Foncière particulière puisque c'est une entreprise privée à capitaux majoritairement publics, qui a la chance d'ailleurs de compter à son actionnariat des acteurs comme par exemple la Ville de Paris ou la Caisse des dépôts et consignations. Société cinquantenaire qui connaît ses origines sur le territoire de Rungis et qui ensuite a déployé son territoire sur l'ensemble du territoire national, avec donc ce recentrage opéré maintenant depuis quelques années. Sogaris, c'est un peu moins de 700 000 m², principalement donc localisé en Île-de-France, un patrimoine aujourd'hui évalué à peu près 850 millions d'euros. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Stéphane Bernard, moi je travaille chez AEW, je suis gérant d'une plateforme d'investissement qu'on vient de lancer en février 2021 qui s'appelle Ulysse, qui est dédiée au parc d'activités et aux bâtiments de logistique en zone urbaine dense. Donc c'est une plateforme pan-européenne qui dispose aujourd'hui, donc on est en début de phase d'investissement, mais qui dispose d'une capacité d'à peu près 800 millions d'euros d'investissement. Voilà. Merci beaucoup. Alors, première question, peut-être un petit peu naïve. Pourquoi la logistique urbaine arrive sur le devant de la scène aujourd'hui, Étienne ? Je vais déjà vous faire un aveu. J'ai vérifié que vous n'aviez pas de tomates à me lancer. Jusqu'à il y a peu de temps, la logistique urbaine dans les grands territoires urbains, c'était plutôt les empêcheurs de vivre en rond, quoi. C'est-à-dire que vous étiez casse-pieds, polluants, encombrant nos voiries, etc. On a pris conscience déjà au moment de la crise que s'il n'y avait pas eu la chaîne de logistique, que ce soit l'alimentation, que ce soit la livraison des médicaments ou que ce soit le quick and collect, tout cela se serait interrompu. Donc peut-être par défaut, on s'est rendu compte du rôle majeur de la logistique. Et deuxième élément, au moment où on s'interroge sur les zones à faible émission, au moment où on pense le partage de l'espace urbain autrement, on ne peut pas considérer a priori qu'il y a d'un côté les gentils
les piétons, et puis de l'autre côté les autres. Donc ça a été vraiment une prise de conscience, et on est au stade, et je le dis avec une certaine humilité, où il faut qu'on s'acculture à un monde un tout petit peu nouveau pour nous, où on découvre que lorsqu'on fixe une réglementation sur les horaires de livraison qui va être différente d'une ville à l'autre, d'une métropole, nous sommes totalement incohérents parce qu'on contribue à la fois au coût mais également aux émissions. Lorsqu'on décide qu'il faut des véhicules légers et qu'en fait on en met 7 ou 8 là où un seul suffirait, on n'est pas non plus dans une très bonne logique. Ou lorsqu'on décide que vos sites doivent être absolument le plus loin possible de l'espace urbain, on contribue également à globalement des itinéraires qui sont des itinéraires longs, qui émettent également. Donc voilà, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, et c'est, je pense, ce type de table ronde qui va nous y encourager et nous le permettre. Stéphane, vous qui êtes dans la logistique depuis 20 ans, comment vous abordez ce nouveau phénomène ? En fait, c'est vrai, on en a parlé avant cette réunion, mais globalement, la crise de la Covid-19 a été un accélérateur en réalité. D'une part, en effet, il fallait alimenter les grandes surfaces et les petits commerces au niveau alimentaire. Également, alimenter les hôpitaux, les pharmacies, l'alimentation notamment en oxygène, parce qu'on a des locataires qui livraient de l'oxygène pendant la crise de la Covid-19, alors que le pays était à l'arrêt, des médicaments également, ensuite les vaccins. Voilà, donc ça, clairement, c'est une prise de conscience. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui malheureusement je dis malheureusement, mais ils sont produits en Chine. Donc c'est vrai qu'en fait, on a des médicaments qui venaient d'Asie, voilà, et c'est vrai qu'en fait, indépendamment de ça, ça a favorisé également l'essor du e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, c'est 112 milliards par an, donc c'est extrêmement considérable, et on est dans un phénomène qui va tendre à s'accélérer. Stéphane, quand on avait échangé en préparation de cette réunion, vous me parliez d'un changement assez brutal en fait. Oui, bien sûr. Enfin, on parle de l'accélération. En fait, on parle de la logistique urbaine. Enfin, c'est des tendances qu'on observe déjà depuis pas mal de temps. Et en fait, ce qui s'est passé avec le Covid, c'est que Covid a vraiment joué comme catalyseur en fait de ces tendances de fond qui étaient déjà observées, auxquelles les gens commencer à se préparer. Mais je pense qu'une des raisons aussi pour lesquelles ça revient de manière assez forte sur le devant de la scène, c'est aussi que je pense que les gens n'étaient pas préparés à un changement aussi brutal. Et ce qui provoque, le changement des modes de consommation est devenu d'autant plus brutal. La prise de conscience de ces changements est devenue brutale. Ce qui va avoir pour conséquence de multiplier la demande de surface sur ces zones. J'en vous parlais, un chiffre qui est assez frappant, c'est que pour 1 euro de chiffre d'affaires réalisé en ligne, en fait, vous avez besoin de 3 fois plus de surface logistique que pour 1 euro de chiffre d'affaires réalisé en retail en retail physique. Donc, mécaniquement, avec la pénétration du e-commerce, que ce soit en B2C, B2B, on assiste à vraiment une croissance exponentielle de ces demandes, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un besoin de discuter, d'échanger et de construire en fait ce modèle de comment intégrer la logistique dans ces zones urbaines denses ensemble, parce que ça va représenter du volume, des flux, et il faut organiser tout ça. Bien sûr, on y reviendra. Jonathan, sur ce point, sur cet avènement un petit peu de la logistique urbaine. Alors beaucoup de choses ont été dites, je m'inscris pleinement là-dedans. Il me semble au moins deux grands phénomènes. Il y a un phénomène qui vient de loin, qui est vraiment celui de la révolution des modes de consommation et derrière de l'impact sur les modes de distribution. Ça, c'est clair. Et donc, on voit bien qu'en réalité, la tendance de fond sur le marché immobilier de la logistique en France, il remonte à peu près 2012. Il n'y a qu'à regarder les volumes de transactions. Et puis, effectivement, on voit un effet d'accélération qui est extrêmement fort à la faveur notamment de la crise que nous traversons, et donc de cette année 2020, qui en matière de logistique sera sans doute une année absolument charnière. Juste pour donner des indicateurs, même si je ne sais pas s'il faut les intégrer comme tels, mais quand on regarde les taux de rendement qui sont finalement, on va dire, une illustration de la tension entre la demande et l'offre sur le marché de l'investissement,
on regarde les dernières études de marché, on se rend compte qu'au fond, la logistique, c'est en Ile-de-France, c'est les actifs les plus chers, mis à part le QCA. Donc on est vraiment dans un marché qui croît et qui, au fond, agrège aujourd'hui énormément de concurrence et d'appétit. Il y a quand même un deuxième phénomène sur lequel il faut, me semble-t-il, insister, c'est que la logistique urbaine, c'est, comme son nom l'indique, une problématique des villes. Or, les villes, aujourd'hui, renforcent de manière drastique les réglementations en matière environnementale, en matière de circulation des véhicules lourds et polluants, et donc, de fait, créent indirectement aussi une tension sur ce marché, et donc oblige les professionnels, que ce soit les professionnels de l'exploitation ou les professionnels de l'immobilier, à trouver d'autres types de solutions. Et c'est vrai qu'on arrive là, notamment à la faveur de la crise que nous connaissons, à une forme, je dirais, d'approches qui sont presque irréconciliables et sur lesquelles on conçoit tous qu'il faut pouvoir trouver des solutions pour faire en sorte que la mobilité des biens en ville s'opère de manière différente, pour que les nuisances qui lui sont, on va dire, traditionnellement affectées, soient drastiquement réduites pour qu'on puisse tous bénéficier d'un cadre de vie qui soit, je dirais, paisible et pacifié. Donc je pense que c'est aussi un des éléments qui fait, j'en finirai là-dessus, on en avait parlé en introduction de cette conférence, c'est sans doute un des éléments qui positionne aujourd'hui la logistique comme finalement une thématique du débat politique, là où elle a longtemps été finalement un sujet, je dirais, d'investisseurs, d'exploitants, de professionnels. Elle est en train aujourd'hui de passer dans le débat. On l'a vu d'ailleurs à la faveur de la discussion sur la loi climat et résilience, qui a cristallisé un certain nombre de controverses, singulièrement sur le moratoire lié aux entrepôts. On est aujourd'hui sur la nécessité de concilier ce qu'on considère comme étant une activité essentielle de notre économie, la logistique urbaine quand on l'applique au périmètre des villes, et puis ce que peut être l'aspiration, on va dire, collective à une vie, je le disais tout à l'heure, dépourvue des nuisances qui sont traditionnellement liées à la logistique. Merci. Stéphane, vous vouliez rebondir rapidement ? Oui, très, très rapidement et sans anticiper sur le prochain sujet, mais je voulais rebondir sur ce que disait Jonathan, et c'est vrai qu'on parle de, enfin, ces contraintes-là nous amènent en fait à une situation qui finalement est un peu perdante, parce que les villes finalement se retrouvent à vouloir essayer de contrôler des flux, mais qui en réalité ne peuvent pas vraiment contrôler, dans le sens où la logistique urbaine elle est liée à ces modes de consommation, et donc vous avez beau repousser les camions ou les entrepôts les plus loin possible, les flux rentreront en ville. Donc pour les utilisateurs, c'est pareil. Eux, ils se mettent dans des solutions qui ne sont pas forcément optimales pour eux. Donc en fait, on en revient à ce discours, à cette construction ensemble pour justement en définir les règles et le contrôle nécessaire pour ces flux, pour justement la construction urbaine, quoi. D'accord. Donc on a bien vu le contexte qui fait la nécessité de repenser la logistique et donc la logistique urbaine aujourd'hui. Quels en sont les défis spécifiques, Étienne ? Je dirais le premier défi est de s'organiser. On s'est organisé pour gérer la mobilité des voyageurs depuis une trentaine d'années. Les autorités organisatrices se sont créées au moment de la décentralisation, parfois même avant, et aujourd'hui on arrive à aller du métro au tramway, au bus, en passant par le téléphérique. On sait faire, pas toujours autant que les habitants le souhaiteraient, mais on sait faire. En matière de marchandises, on n'est absolument pas organisé. C'est-à-dire c'est un peu tout le monde ou un peu personne dans un territoire urbain. Deuxième problème, il faut penser globalement au bilan carbone, mais pas uniquement le bilan carbone de l'émission de véhicules. Bien sûr, les ZFE nous y contraignent, mais on parlait de médicaments qui viennent de Chine. Est-ce que c'est réellement l'émission du véhicule sur les 10 derniers kilomètres qui est la problématique majeure? Ce n'est pas certain, même si aujourd'hui, on a effectivement un problème réglementaire. Troisième élément, c'est l'aspect industriel. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas celui des véhicules de livraison, mais celui des transports en commun. Aujourd'hui, si on veut acheter un transport en commun
de grande capacité, ce qu'on appelle des bus à haut niveau de service, avec les bus articulés de 24 mètres, qu'on veut l'acheter pour dans 5 ans à hydrogène. C'est le cas de grandes métropoles, ce qui est assez cohérent. Eh bien, aujourd'hui, sur le marché, ça n'existe pas. Ça veut dire qu'en gros, si on est à Metz, à Montpellier ou à Toulouse, pour en avoir discuté au ministère hier avec eux, on est obligé de prendre un véhicule de 18 mètres, ce qui ne répond pas aux enjeux de capacité. On est en 2021, la question de l'évolution des énergies est un enjeu majeur, et aujourd'hui, personne ne sait construire un bus articulé de 24 mètres à hydrogène, avec, y compris en corollaire, les questions d'avitaillement, parce que si demain on gère des problématiques d'avitaillement, c'est sûr que dans les grands territoires urbains, avec les grands acteurs de la logistique, il y aura des solutions. Dans les petits territoires urbains, il faudra qu'on mutualise ces logiques-là. Et enfin, le dernier élément, c'est, quand je disais apprendre à se connaître, je prends souvent l'exemple, il est un peu caricatural, mais un peu Astérix et Obélix quand ils arrivent à Lutèce, quoi. Ils sont bloqués. Quand on est bloqué derrière un camion poubelle, c'est pas un bon exemple en ce moment avec Marseille, mais ça fait rien. On râle. On se dit, je râle, mais c'est un mal nécessaire. Quand on est bloqué derrière un livreur, la réaction, c'est immédiatement de dire « Ouais, qu'est-ce qu'il fout là? Il s'est arrêté au milieu de ma route et si ça se trouve, il allait picoler au bistrot. » Et à aucun moment, on a le réflexe de dire « En fait, il est en train de livrer mon commerçant, moi-même, etc. » Donc il faut vraiment qu'on change totalement de culture et peut-être qu'on apprenne à vivre ensemble autrement et à communiquer ensemble autrement, à s'assumer. Très bien. Stéphane, en tant qu'asset manager, peut-être que des défis spécifiques? Alors en fait, notamment une meilleure organisation des flux et notamment optimiser les ruptures de charge dans les espaces urbains qui sont très, très contraints, les rationaliser, réduire bien sûr les pollutions en fait tout simplement. La logistique urbaine, en fait, elle est à la croisée de quatre chemins. Donc, il y a donc tout ce qui concerne les règles urbanistiques. Ça, c'est un point qui est structurant. La mobilité, on en a parlé. L'écologie et le développement durable, on a parlé tout à l'heure des ZFE, des règles relatives à la non-artificialisation des sols. Il y a ce qui concerne le décret tertiaire, l'ICPE, etc. Et puis le quatrième point, c'est notamment le numérique et puis le développement de l'intelligence artificielle. D'accord. Jonathan, pour rebondir un peu sur ce que disait Etienne tout à l'heure sur peut-être la sensibilisation des habitants, est-ce que c'est un enjeu aussi pour vous ? Il y a un enjeu d'acceptation de la logistique urbaine en ville. C'est vrai que c'est bien beau d'indiquer qu'on souhaite pouvoir réaliser des projets. En réalité, des projets, il y en a plein. Des réalisations concrètes, il n'y en a pas tant que ça. On sait pouvoir le dire chez Sogaris, parce que c'est notre métier, justement, de faire sortir les projets. Et donc, c'est difficile. C'est difficile, il faut incriminer personne. Il faut simplement intégrer le fait qu'on évolue dans un écosystème qui, par construction, est complexe, c'est celui de la ville. Donc effectivement, avec des parties prenantes qui sont multiples, c'est les riverains, c'est les élus représentant les territoires, c'est les associations alentours, c'est aussi nos clients, c'est-à-dire les futurs exploitants qui finalement, lorsqu'ils viennent dans un site de logistique urbaine, intègrent le fait qu'ils vont eux-mêmes devoir adapter leur process à des contraintes. Un élément important, c'est que la logistique urbaine en soi, en termes de réflexion, si vous voulez, c'est à peu près le contraire de la logistique. La logistique, c'est une capacité à araser toutes les contraintes pour faire la boîte la plus grande qui soit, la plus optimisée qui soit, et finalement qui vient, je dirais, faciliter les process internes de la meilleure des manières. La logistique urbaine, c'est à peu près le contraire. Vous êtes dans la ville du déjà là, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez les contraintes parce que vous aménagez la sous-face du boulevard périphérique. Par exemple, c'est ce que l'on a fait nous, ou alors parce que vous réinvestissez un ancien parking au cœur de Paris, ce qu'on est aussi en train de faire. De fait, les process, ils viennent s'inscrire là-dedans. Donc ça, c'est aussi une autre difficulté. Si on essaie juste de prendre un peu de champ et qu'on se dit quels sont les grands enjeux, en tout cas modestement vu de ma fenêtre, moi j'en verrai au moins 3. Il y a un enjeu quand même immobilier assez fort, c'est que l'immobilier doit être, je dirais, un appui pour les réglementations contraignantes. C'est-à-dire que si on n'a pas un réseau immobilier qui est suffisamment bien maillé, suffisamment dense et qui permet une meilleure organisation des flux logistiques, ce que disait à l'instant Stéphane, de fait, on a une vraie difficulté à pouvoir procéder au deuxième sujet qui est au fond celui de la décarbonation. La logistique urbaine, c'est un développement durable. Il faut vraiment l'intégrer d'emblée. Il n'y aura pas de logistique urbaine si elle n'est pas propre. Ça n'existe pas. C'est pas possible.
C'est un élément central de, je le disais, à la fois de l'appropriation, mais c'est peut-être même un élément clé du développement business pour l'avenir. Dans ces conditions-là, oui, il faut que, y compris les acteurs immobiliers, arrivent à avoir une approche sur la problématique de la mobilité, c'est-à-dire sur la problématique de leurs propres clients. Enfin, il y a un dernier sujet, on en parle assez peu, je pense qu'il est quand même important de le dire, y compris ici. Il y a quand même un enjeu de responsabilité sociale et sociétale. Ce n'est pas pour juste aligner les grands mots, mais on sait aussi que le modèle économique de la logistique, c'est un modèle à marge faible, très court-termiste, avec une multitude de sous-traitants qui finalement laissent assez peu de place dans le partage de la valeur au dernier maillon de la chaîne, et alors encore plus pour les professionnels de la livraison. Et si on n'arrive pas à adresser convenablement ce sujet-là, je pense très honnêtement que dans les années qui viennent, on va avoir une vraie difficulté à pouvoir concilier ce qui est nous, je dirais, nos envies de consommateurs, de rapidité, d'efficacité ou que sais-je, et ce que sont les conditions de travail de ceux qui sont finalement au bout de la chaîne du dernier kilomètre et qui viennent vous livrer votre colis chez vous. Stéphane, un point que vous voulez ajouter ou... Oui, très rapidement, parce que j'adhère complètement à ce qui s'est dit, bien entendu. Et en fait, ce que je me dis, là, avec le recul que j'ai, en ayant eu 3 personnes qui sont exprimées sur le sujet avant moi, c'est que finalement, quand on vous écoute, c'est que la logistique urbaine, en fait, elle a plein de bons côtés. Le sujet environnemental, l'organisation des villes, avec notamment, on se rend compte que dans beaucoup d'endroits, aujourd'hui, elle s'inscrit aussi dans le cadre de réhabilitation de friches industrielles, etc. L'organisation des flux, si elle est bien faite, c'est aussi pour le mieux vivre de tout le monde. Et en fait, ce que je me dis, c'est que finalement, un des enjeux qui est important aussi, c'est un enjeu de communication, c'est-à-dire savoir communiquer avant les projets, expliquer à la population au moment des permis de construire, leur présenter les études de trafic, l'impact, et puis peut-être aussi une communication a posteriori, puisque en fait aujourd'hui, finalement, comme le disait Jonathan, des projets, il y en a encore très peu, en tout cas qui sont en opération, et donc on manque un peu de recul, et je pense que avoir une communication, j'ai envie de dire, a posteriori sur ces projets et l'impact qu'ils ont eu, je pense que ça pourrait aussi avoir un côté rassurant, en tout cas pour les nouveaux projets. Très bien. Écoutez, on en vient au cœur du sujet et du titre de cette conférence. Sur les clés pour réussir un projet de logistique urbaine et les bonnes pratiques. Et Étienne, à point de vue territoire et collectivité, quelles sont selon vous ces clés? Et peut-être si vous avez un exemple de bonnes pratiques à nous partager. En termes d'exemple, au risque de vexer les autres, c'est vrai que j'en ai pas tellement, parce que c'est pas un domaine que l'on exprime traditionnellement. Je me souviens de la politique qui a été menée à La Rochelle pour la gestion des commerces de centre-ville, qui a été une action fortement négociée avec un partage des coûts. Donc c'est un exemple qui est particulier, parce que c'est quand même une petite communauté urbaine avec des contraintes physiques qui sont particulières. Après, dans les clés, je crois que le terme perdant-perdant a été utilisé tout à l'heure. Il faut quand même, on va peut-être pas arriver au gagnant-gagnant tout de suite. J'ai pas la martingale, mais il y a peut-être quelques clés nécessaires. La première clé, c'est de considérer que la logistique est également essentielle pour l'emploi dans la cité, parce que vous êtes un secteur qui emploie beaucoup. On ne sait pas tellement le faire savoir, on ne sait peut-être pas travailler avec vous en amont d'ailleurs sur les formations, mais vous êtes un vecteur économique fort du développement de nos pôles. Deuxième élément, la notion de charte logistique. Alors la charte en tant que telle, il faut, je ne peux pas vous donner un modèle de charte parce qu'elle doit être adaptée à chaque territoire. Mais cette charte de devoirs et droits, en disant à partir du moment où j'interviens dans la logistique, j'ai un certain nombre de droits. Et on en discute ensemble, on les établit ensemble. J'ai parlé du tonnage, j'ai parlé des horaires, j'ai parlé de la distance. Il pourrait y avoir beaucoup de sujets, mais pour que globalement l'habitant ne soit plus entre guillemets celui qu'on va prendre à témoin en disant vous voyez bien, c'est pas de notre faute, c'est la faute du poids lourd. Non,
La logistique, c'est celui qui vous livre au quotidien. Le chauffeur-livreur, c'est quelqu'un qui contribue au vivre ensemble. Donc il faut qu'on assume ce côté-là et que par les premières chartes que l'on signera dans le cadre des zones à faible émission, qu'à ce moment-là, on puisse se donner un modèle qui puisse ensuite progresser. Je pense que les premières ZFE vont se faire sans doute un peu dans la douleur, parce qu'on va apprendre, on va vouloir hyper réglementer. Et puis ensuite, on va se dire, ben non, tout compte fait, on peut être intelligent ensemble. Et puis le dernier élément, c'est cette fameuse problématique urbaine. Aujourd'hui, on intègre globalement dans tout programme à 20 ans d'un territoire, on va prendre en compte les grandes mobilités des voyageurs, on va prendre en compte les vélos, on va prendre en compte beaucoup de phénomènes. Il n'y a aucune raison pour qu'on ne prenne pas en compte la chaîne logistique. Alors évidemment, c'est pas facile, vous avez besoin de mètres carrés importants, le lien financier entre les acteurs économiques et le territoire étant de plus en plus distant, pour nous, c'est pas évident, parce qu'il faut qu'on justifie auprès de nos habitants qu'on va faire un effort particulier à votre égard. Mais si, au lieu de vous dénoncer à l'égard des habitants, au contraire, on explique que l'on travaille ensemble, je pense qu'on aura franchi un pas important. Alors, il y aurait sans doute beaucoup d'autres idées, mais elles viendront de vous. Stéphane, peut-être sur l'adaptation du bâti, notamment ? Alors, en fait, de toute façon, il va falloir une approche verte qui soit de toute façon plus vertueuse, et on en avait parlé lors de la préparation de cette conférence. Et en fait, globalement, que cette approche plus vertueuse se fasse en fait dès la conception du bâtiment, dès le projet, dans la localisation, favoriser notamment les sites multimodaux. On en avait parlé ensemble, même si là-dessus j'ai un retour d'expérience qui est quand même assez mitigé, parce que j'ai travaillé il y a 13 ans dans une société néerlandaise qui avait notamment fait développer un bâtiment sur un port aux portes de Paris, où on avait le fer, la route et le fluvial, et où finalement, compte tenu des contraintes liées notamment au coût de la SNCF, le fer ne pouvait pas être utilisé par les 3 locataires qui étaient sur site, et où notamment le fluvial, c'est pareil, il y avait des sujets notamment sur les horaires d'écluses, etc. Bon. Et tout ça finalement était un petit peu crispant, parce qu'on avait travaillé sur un beau projet avec notamment donc un système multimodal, et qui globalement malheureusement ne fonctionnait pas comme on le souhaitait. Ensuite, il y a notamment, on en a parlé, mais du redéveloppement de friches industrielles. Voilà, bon, ça c'est pour tout ce qui est la réflexion en amont et dès la conception des bâtiments. Pendant la phase de chantier, notamment, il y a aujourd'hui des tris qui se font, par exemple, dans les gravats, la réutilisation de déchets. On le voit notamment Sigro, qui a réutilisé la Duni 17 000 tonnes de béton concassé sur un site. Je trouve que c'est intéressant de le soulever. Également 300 tonnes de métaux. Et puis en fait, il y a également ensuite, lors de l'exploitation des bâtiments, et là c'est plus au niveau des utilisateurs, avec la nécessité d'une supply chain en fait qui soit durable. Donc là, il y a des solutions qui sont endogènes à l'entreprise, notamment avec la formation des chauffeurs à l'éco-conduite, parce que ça, c'est quand même un point. Des technologies propres en matière notamment de carburant, des modes de propulsion hybride. Voilà. Et donc, en fait, en termes de solutions, il y a peut-être un sujet qui pourrait aller notamment vers la mutualisation logistique, multifournisseurs, multi-clients, peut-être une mutualisation des entrepôts et du transport, ou le développement notamment de transport multimodal. On voit parfois, notamment quand vous commandez sur un site de e-commerce un petit objet, on vous livre un carton qui est immense. Bon, clairement, ça a un coût à tout niveau, et notamment en termes de développement durable. Et peut-être demain devrait-il y avoir en fait là-dessus une approche plus fine, notamment par rapport à ces emballages, parce que derrière il y a tout un impact sur notamment les flux et sur l'environnement. Il y avait ensuite un dernier point sur lequel je voulais insister, qui était notamment la logistique du retour, la reverse logistique.
En fait, elle est importante. J'avais discuté un jour avec le patron d'une société logistique qui prestait pour Zalando et qui m'expliquait qu'en fait, la logistique du retour était très importante. Il y avait notamment des clients qui commandaient 4 articles pour n'en retenir qu'un et qui ensuite renvoyaient ces articles. Oui. Ça, c'est un coût qui est extrêmement... qui n'est pas négligeable. Et par ailleurs, en matière de développement durable, c'est catastrophique. Bien sûr. Jonathan, sur les bonnes pratiques, et peut-être en donnant un exemple de réalisation de Socaris, peut-être pour... En matière de bonnes pratiques et de réalisation, alors au-delà de ce que fait Socaris, c'est vrai que on a coutume de citer, on l'a dit, hein, La Rochelle. Je pense que c'est pas mal aussi d'aller regarder ce qui s'est fait à Londres, notamment à la faveur des Jeux Olympiques, les derniers Jeux Olympiques, où ils ont travaillé des solutions. Ça peut sembler déjà loin en réalité. Hein. En logistique urbaine, les choses vont très très vite. Vous vous en rendez compte, ne serait-ce qu'en regardant les affiches publicitaires et les nouveaux entrants sur le secteur de la livraison, par exemple. Mais oui, il y a cette problématique, je dirais presque ultime en fait, hein, de la consolidation. La consolidation, c'est quoi ? La consolidation urbaine, c'est aujourd'hui quand même un fantasme, hein, même si on peut peut-être imaginer que la réalité vienne rapidement remplacer la fiction. Ça consiste à se dire qu'on vient réunir au sein d'un même site des marchandises qui arrivent d'horizons totalement diverses et variés, pour ensuite pouvoir aller les acheminer vers une multitude de clients différents, des acteurs de l'habillement, de l'alimentaire, etc. Donc c'est vraiment une forme d'organisation, je disais, qui est ultime, parce qu'elle permet d'agréger énormément de flux, avec notamment des donneurs d'ordre totalement diverses. Sans aller jusque-là, je dirais qu'on a aujourd'hui, en tout cas chez Socaris, travaillé des approches immobilières, où, dans la vision d'un schéma à 3 niveaux, en tout cas c'est comme ça qu'on a théorisé nous notre implantation sur le Grand Paris. On vient travailler à l'intérieur de la ville sur des sites qui ont des échelles différentes. Et je pense que ça, si c'est une bonne pratique, s'il faut n'en retenir peut-être qu'une, je retiendrai celle-ci, c'est qu'il faut avoir cette capacité à travailler vraiment sur des territoires différents, entre des territoires qui peuvent être des territoires plutôt métropolitains, très bien desservis par les grandes autoroutes métropolitaines, mais aussi des territoires très urbains. On l'a fait par exemple sur le dernier né de la galaxie Socaris, c'est un site qui est sous le boulevard périphérique à la porte de Pantin. On est 1000 m² à cet endroit-là. C'est un site qui est suroptimisé pour le dernier kilomètre, pour le coup, avec un acteur qui vient en plus depuis Rungis, qui vient depuis chez nous, donc qui participe directement à la construction de ce fameux effet réseau que j'évoquais tout à l'heure, au-delà même de l'approche immobilière qu'on peut avoir nous. Et un autre projet que l'on peut citer, mais qui fait aussi écho à d'autres projets sur lesquels on développe, c'est évidemment l'hôtel logistique de Chapelle International, qui est un bâtiment qui fait 45 000 m², hein, donc il est quand même très important. Il est à l'intérieur de Paris, donc on est en plus dans un territoire qui est extrêmement dense, et dans le 18e arrondissement. Et la spécificité de ce bâtiment, c'est qu'il vient mixer à la fois une fonction logistique de premier plan, on en a 30 000 m² en l'espèce, et des fonctions urbaines totalement différentes, du bureau, de la formation, du sport, y compris de l'agriculture urbaine en toiture. Au-delà, je dirais, de cet éventail un peu séduisant de fonctions sur un même site, il y a eu quand même ce souci de bâtir un bâtiment qui est architecturalement de qualité. Je pense que la qualité urbaine et architecturale fait partie de l'appropriation entière de cette question de la logistique urbaine. Et puis surtout cette mixité des fonctions qui fait qu'on ne vient pas juste positionner une fonction logistique à un endroit donné, mais on vient finalement construire aussi la ville en y apportant des aménités et en participant assez directement à l'amélioration de la qualité urbaine d'un quartier. Stéphane, pour conclure sur ces... Oui, moi je vais rester sur des thématiques liées à la construction. Je pense que ce qui est important, ce dont on se rend compte, c'est que aujourd'hui la logistique urbaine, elle peut vouloir dire beaucoup de choses, et même quand on parle aux utilisateurs eux-mêmes, ils ont encore des avis différents sur ce qu'est la logistique urbaine pour eux et comment ils ont envie de l'exploiter. Et donc du coup, je pense qu'un des enjeux aussi aujourd'hui, c'est de travailler l'adaptabilité de nos bâtiments pour pouvoir s'adapter à la définition que la logistique urbaine pourra prendre, pour autant qu'elle ait une définition, qu'un jour elle ait une définition commune pour tous ses utilisateurs. Et en fait, c'est un enjeu qui est assez
qui est assez complexe parce que, comme le décrivait Jonathan tout à l'heure, la réalité c'est qu'aujourd'hui c'est plutôt, on peut pas concevoir les bâtiments comme on veut, on est obligé de s'adapter à l'existant, et donc tout l'enjeu c'est d'essayer de le rendre le plus standard et le plus adaptable possible et l'utilisable par le plus grand nombre d'utilisateurs possible dans un environnement qui est d'ores et déjà contraint. Donc ça c'est un casse-tête qui est assez intéressant, et donc je pense que c'est un des grands enjeux. Et après l'autre enjeu, mais qui est aussi lié à ça, c'est un peu l'enjeu lié à l'évolutivité, l'anticipation, alors des usages, mais de la réglementation aussi. Moi, je prends des exemples sur des projets qu'on a. Nous, quand on est en zone urbaine dense intra 86, nous, on va bien au-delà de la réglementation, par exemple sur l'électrification des places de parking, etc. Parce que on sait d'ores et déjà que ça va être un des enjeux futurs, hein, d'avoir cette capacité électrique sur site. Donc c'est un exemple d'adaptation. Il y en a plein d'autres. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est un des enjeux majeurs, c'est de vraiment rester flexible dans un environnement contraint, et c'est pas tout le temps facile. Alors, on voit bien que ça prend forme, mais bon, il reste toujours des freins, et pas des moindres, parce que il y a plein de choses qui s'imbriquent en même temps dans la logistique urbaine. Comment on fait demain pour aller plus vite, pour justement accélérer ce développement concrètement, Étienne ? Déjà, un petit témoignage. Je vous disais que j'ai été maire de Juvisy, ce qui fait que pendant des années, j'ai été voisin de Sogaris, et avant qu'on me dise que c'était de la logistique, donc inquiétant, je trouvais que c'était remarquable. Et après, j'ai continué à penser que c'était remarquable, bien que ce soit de la logistique. Et je pense c'est vraiment ce premier élément, qu'on sorte des mots. Je pense que le terme logistique est un terme qui est devenu un repoussoir, et qu'il faut qu'on invente autre chose qui corresponde à cette idée, ce que je disais, le vivre ensemble. Après, peut-être le deuxième élément qui, à mon avis, peut être porteur. Si la logistique organisée peut entraîner avec elle celle qui l'est moins. Je pense aux petits commerces, je pense aux artisans qui ont besoin de véhicules. Globalement, on aura des solutions qui sont plus proches des habitants. On pourra témoigner autour de ça en disant que c'est à la fois la livraison, excusez-moi si je prends le terme Amazon, mais ça peut être à la fois la livraison d'Amazon, mais le produit frais qu'on aura au marché du coin. Et je crois qu'on a intérêt à communiquer là-dessus. Troisième élément, nous avons vraiment matière à détailler un petit peu les choses. Ça a été exprimé assez clairement. Nous sommes, dans l'ignorance de vos contraintes, et si on arrive à les identifier, je pense que la plupart peuvent être largement prises en compte. En fait, le tout dernier élément, je pense au problème des bâtiments. Aujourd'hui, un bâtiment, il doit être pensé pour sa modularité, pour son bilan énergétique, etc. Il doit être également pensé pour sa seconde vie. Un des problèmes aujourd'hui que l'on a dans les territoires urbains, ce sont les friches qui ont été tellement mal pensées à une époque que globalement, il faut attendre des années avant qu'on leur retrouve un usage. Et que si on a une réflexion intégrée en disant tout site, quel qu'il soit, peut-être dans 20 ans, dans 50 ans, ça peut être une école, ça peut être un site logistique, doit être réfléchi par rapport à la vie d'après. Je pense que globalement, on partira vers quelque chose qui sera plus un modèle qu'un repoussoir. Merci. Stéphane, sur ce point ? J'avais un point quand même sur le développement en effet de nouveaux outils et de nouvelles zones de distribution, mais pour en revenir en fait à la logistique urbaine, on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est devenu une sorte de catégorie fourre-tout. Je m'explique, quand j'ai commencé la logistique en 2000, globalement les choses étaient très claires. On avait des entrepôts qui étaient des entrepôts secs, on avait des entrepôts frigorifiques, donc du froid, on avait des messageries, et puis on avait des locaux d'activité.
Je me souviens avoir eu une discussion à l'époque, parce que je travaillais sur un projet, notamment je m'occupais d'un site à Paris qui s'appelle Cap 18, qui est Porte d'Aubervilliers en fait, où à l'époque on avait 160 locataires. Et j'avais discuté avec une personne de la mairie de Paris qui me disait, tu sais, tu verras, mais petit à petit, ces gens-là tendront à faire un petit peu de logistique. Bon, or, c'est un site où il y a des activités industrielles et artisanales. Et on avait à quelques kilomètres de là un site que tu dois connaître, qui est le site de Pantin Logistique. Voilà, qui était un site à l'époque qui faisait 168 mètres carrés, qui était construit sur 3 niveaux, donc un site vertical qui avait été construit dans les années 70. Et c'est vrai qu'en fait, on voyait certains des locataires qui passaient globalement d'un site d'activité à un site logistique. Bon, moi, j'avais pas mesuré finalement qu'avec le temps, on aurait un changement qui s'opérerait. Et c'est vrai qu'en fait, on est en train de parler aujourd'hui finalement de logistique urbaine, mais en termes d'immobilier, ça revêt finalement différentes classes d'actifs. Et il y a un point qui est quand même structurant quand on regarde des dossiers à l'investissement notamment, c'est qu'en fait aujourd'hui, on propose des dossiers en nous disant voilà, c'est de la logistique urbaine. Bon, là-dedans, il y a quand même un tri à faire. Jonathan le rappelait tout à l'heure, on est quand même avec des taux de capitalisation qui sont extrêmement compressés, donc avec des immeubles aujourd'hui qui sont chers, clairement. Et je pense qu'en fait, il y a des choses à ne pas négliger. Bon, quand on parle d'entrepôt, on parle notamment d'une réglementation qui est quand même la réglementation la plus stricte en Europe, qui est la réglementation sur les installations classées. Et en fait, quand vous stockez plus de 500 tonnes de matière qui brûle, donc de matière combustible dans un entrepôt, vous êtes soumis à cette réglementation-là. Bon. Et en fait, aujourd'hui, notamment, on voit des dossiers dans lesquels il y a soi-disant de la logistique urbaine. Or, en fait, non, ça ne rentre pas et ça ne sort pas. Il y a du stockage et donc potentiellement, ce sont des actifs qui peuvent être soumis à cette réglementation. Donc, d'un strict point de vue immobilier, je pense qu'en fait, il faut quand même avoir une approche assez prudentielle, parce qu'on est dans un marché qui est extrêmement concurrentiel. Il y a finalement peu de produits et beaucoup de demandes, mais il y aura des erreurs et il y aura forcément des morts. Voilà. Et donc ça, je pense qu'en fait, il faut l'avoir présent à l'esprit. Stéphane, pour rebondir là-dessus ? Non, parce que vous me voyez sourire, ça. Non, mais je confirme en tant qu'investisseur. Je veux dire aujourd'hui, quasiment sur tous les mémos qu'on reçoit d'un bâtiment industriel intra 86, c'est écrit logistique urbaine, alors que vous avez, vous passez de tout à rien en termes de typologie. Donc je pense qu'il faut effectivement, en tout cas en tant qu'investisseur, faire extrêmement attention à cette appellation, voilà, alors qui est encore une fois un peu difficile à définir. Et après, pour rebondir sur cet enjeu, quels sont les enjeux immédiats un peu pour avancer un peu plus vite sur ces thématiques-là. Moi, encore une fois, je pense que la communication est extrêmement importante, que chacun comprenne les besoins et les attentes respectives des utilisateurs de la ville, que chacun puisse organiser tout ça dans un cadre commun, un cadre, disons, j'ai envie de dire, structurel, mais aussi réglementaire. On parle des ICPE, moi je partage complètement, on est sur une zone qui est assez grise. Je pense que la réglementation ICPE n'est pas adaptée à la logistique urbaine, donc du coup la logistique urbaine ne sait pas encore comment se positionner par rapport à ça, et donc on en revient à l'adaptabilité et vraiment une grande anticipation dans la conception des bâtiments, parce que, encore une fois, je pense qu'on est sur un terrain qui est mouvant d'un point de vue réglementaire, de son usage et des règles qui vont y être apportées, parce que beaucoup de choses restent encore à définir. Oui, alors, au-delà du fait de séparer la bonne et la mauvaise logistique urbaine, mais je partage le fait que logistique urbaine est aussi un vocable du marketing financier aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce travail on va dire, d'esprit critique à aligner quelles que soient les propositions de développement ou d'acquisition. Moi, il me semble qu'il y a quand même 2 grands enjeux. C'est sans doute pas les seuls, mais en tout cas, moi, j'en vois déjà 2. Pour ce secteur-là et pour les années qui viennent, les années, c'est les 5 ans qui viennent, je pense qu'on a un sujet lié au service. C'est une problématique de toute manière pour l'ensemble de l'industrie immobilière,
que de se tourner progressivement vers finalement une industrie de services qui parvient à capter aujourd'hui ce que peut être aussi la demande de ses propres utilisateurs, et donc de réussir à aller pousser quelque peu la chaîne de valeur en proposant finalement, au-delà de l'espace immobilier, un service qui va venir fidéliser, qui va venir, on va dire, travailler la commercialité. Il y a des endroits où on n'en a pas besoin, mais il y a des endroits où c'est absolument capital, et sans doute que quand on y regarde bien, on en a finalement besoin à peu près partout. Je pense qu'en matière de logistique, et notamment de logistique urbaine, c'est central. C'est-à-dire qu'il faut que, aussi demain, en matière de logistique en ville, on soit en capacité de pouvoir coupler à la fois des espaces immobiliers et des services aux tiers, quels qu'ils soient, que ce soit des professionnels de la distribution, que ce soit des commerçants, et même peut-être au-delà. Je pense que c'est une des voies, me semble-t-il, de développement qu'il faut vraiment regarder de très près. Deuxième sujet, ça fait un peu tarte à la crème, mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est évidemment la problématique de la donnée. Il faut se rendre compte qu'en matière de logistique urbaine, on a des professionnels qui manient la donnée, je dirais, comme personne, puisqu'ils sont eux-mêmes dans une forme de suroptimisation permanente des tournées, des livraisons. Donc, d'une certaine manière, ils ont une vision extrêmement précise de leur activité, mais c'est une donnée qui est extrêmement cloisonnée, c'est-à-dire avec très très peu de porosité entre professionnels, parce que c'est précisément le nerf de la guerre. Et sans doute que c'est aussi un des enjeux dans la discussion entre acteurs privés et acteurs publics, que réussir à un moment donné à ce que cette donnée elle soit peu ou prou partagée. Et ça répondra, me semble-t-il, à ce que disait tout à l'heure Étienne, c'est-à-dire cette capacité à pouvoir porter peut-être une vision un peu plus longue que simplement la donnée de très court terme, qui est aujourd'hui malheureusement celle dans laquelle on est tous emprisonnés, et donc de permettre aussi à cette logistique urbaine de se déployer avec une visibilité sur l'avenir qu'elle n'a pas aujourd'hui. Merci beaucoup. Je pense que vous pouvez les applaudir. Pour la suite, on vous invite à vous rendre maintenant au Salon Longchamp 2 pour suivre la plénière de clôture avec Stéphane Ben-Simon qui aura pour thème « Bureau à la conquête de l'espace ». Tout un programme. Merci.